Donc, bonjour tout le monde. Merci Pierre-Luc pour l'introduction. Merci à HashiCorp et à HashiTalk Québec de m'avoir invité aujourd'hui. C'est super apprécié, là. Donc, comme Pierre-Luc le soulignait, aujourd'hui, je suis chef d'équipe à l'Université Laval et aujourd'hui, je vais vous entretenir de calcul informatique de pointe, qui est un terme peut-être avec lequel certains d'entre vous ne sommes pas nécessairement familiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, donc pour faire de la recherche académique de haut niveau, des simulations, il existe des centres de calcul qui sont répartis un peu partout à travers le Canada, en Colombie-Britannique, principalement en Ontario et au Québec. Donc, les chercheurs universitaires, les chercheurs académiques utilisent ces centres de calcul-là pour faire de grandes simulations, pour faire de la recherche, pour faire, par exemple, de la recherche sur l'intelligence artificielle. Ces calculs-là, à quoi ça ressemble? Ces centres de calcul-là, ben, on a un exemple ici à gauche, là, ce sont typiquement de grands centres de données avec des machines très, très performantes, avec des racks de serveurs très haute densité qui servent à exécuter des applications qui typiquement ne pourraient pas être exécutées sur un ordinateur portable ou l'ordinateur commun des chercheurs. Étant donné que c'est du matériel à la fine pointe, du matériel quand même complexe à utiliser, il se trouve que donc, la fédération, donc l'ensemble des centres de calcul qui se trouvent à être sous la direction d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle l'Alliance pour la recherche numérique. Ces fédérations-là, ces centres de calcul-là s'entendent finalement pour offrir à chaque année environ 150 workshops pour former les utilisateurs, pour former la relève, pour améliorer l'utilisation des centres de calcul de manière à ce que les applications qui sont utilisées soient plus performantes. Donc, on parle vraiment, là, c'est de l'utilisation de ce bare metal, maximum performance, très haute densité. Étant donné que ces infrastructures-là coûtent très cher, on essaie d'en maximiser l'utilisation le plus possible en fonctionnant sous la forme de job batch, ce qui fait en sorte que nos systèmes sont typiquement utilisés à plus de 95 %. Vient alors une problématique inhérente à l'utilisation très, très marquée finalement de nos systèmes, c'est comment on arriverait à former les utilisateurs, comment former des nouveaux utilisateurs, comment améliorer la performance des utilisateurs à utiliser nos systèmes sans avoir une répercussion négative sur la recherche. Et vient à ça une question, je vous dirais, corollaire, philosophique, très importante. Pourquoi y a-t-il plus de sorciers dans Harry Potter que dans Le Seigneur des Anneaux? Je vous laisse y penser quelques secondes. J'ai ma réponse, bien entendu. La réponse inhérente, à mon avis, et qui fait un lien entre ce dont je vais vous parler aujourd'hui, Terraform, Magic Castle et le calcul informatique de pointe, ce sont les écoles de sorciers. Autrement dit, ce qu'on souhaiterait faire, c'est passer du centre de calcul traditionnel monolithique, réservé typiquement à quelques adeptes, l'élite typique, passer plutôt, donc en vue de former l'élite de demain qui utilise ces fameux centres de calcul traditionnels, passer à une infrastructure sur demande dans les nuages, un peu comme on ferait avec des Lego Harry Potter. Et c'est là qu'intervient Terraform, c'est là qu'intervient Magic Castle, qui est un projet open source de Infrastructure as Code visant à reproduire l'expérience des utilisateurs de calcul informatique de pointe, donc vraiment l'expérience logicielle complète dans le cadre commercial et communautaire. Donc, le plan, donc l'idée, ce que fait Magic Castle, essentiellement, ce qu'on souhaite produire, c'est ce qu'on voit ici à gauche. Le plan, c'est vraiment ce à quoi ça ressemble, c'est de créer une infrastructure avec un nœud de connexion, des nœuds de calcul, des nœuds d'administration, donc ce qui représente typiquement un centre de calcul traditionnel au niveau architecture, au niveau logiciel. Développer, donc écrire cette infrastructure-là sous la forme d'Infrastructure as Code dans Terraform, l'appliquer dans un cadre commercial ou dans un cloud communautaire. Ensuite de ça, venir configurer. Donc, Magic Castle, à l'aide de code Puppet, va venir configurer entièrement cette infrastructure-là, non seulement avec la plupart des services qui sont typiquement attendus sur une grappe de calcul traditionnelle, mais aussi on va venir installer finalement l'ensemble des logiciels qui sont des logiciels scientifiques qui sont disponibles par la Fédération de chercheurs canadienne directement. Donc, sans effort, on a accès
à plus de dizaines de milliers, plusieurs milliers de logiciels scientifiques directement accessibles et sur lesquels les utilisateurs ensuite de ça peuvent se former. Et finalement, une fois qu'on a réussi à mettre tout ça en place en quelques minutes seulement à l'intérieur du cloud commercial ou communautaire, on est en mesure d'en profiter et de faire profiter les utilisateurs de la fédération et même de partout à travers le monde. Donc, il y a plus de 700 workshops et cours universitaires qui ont utilisé Magic Castle pour enseigner le calcul informatique de pointe à travers le monde depuis 2018. Le cours le plus loin qui s'est donné, qui a utilisé Magic Castle, je pense que c'est au Bangladesh. Donc, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche? C'est quoi le lien avec Terraform? Qu'est-ce qu'on propose un peu de différent typiquement dans l'utilisation de Terraform? Donc, Magic Castle, d'abord, pour un utilisateur qui souhaite créer une infrastructure de calcul informatique de pointe, la façon dont ça se présente, c'est un module Terraform principal et à chaque fournisseur, on associe un module principal. Là où il y a une petite différence, typiquement, avec ce qu'on va retrouver avec les modules Terraform classiques, c'est que chacun de nos modules en question vont partager exactement le même module d'entrée, ce qui fait en sorte que les variables vont être communes à tous nos... et Magic Castle est conçu de manière à ce que les variables aient le même nom et la même interface pour tous les clouds qui sont supportés par l'interface, par le produit. Et même chose aussi en sortie. Donc, on est en train de façonner un logiciel qui fait abstraction autant que possible du cloud qui serait choisi par l'utilisateur. Ensuite de ça, chaque module principal fait lui-même appel à 3 sous-modules communs. Le premier module, en fait, c'est un module de design. Puis ça, c'est ce qui va aussi nous permettre vraiment de faire abstraction du cloud. Donc, étant donné les requis au niveau de l'infrastructure, donc le nombre de nœuds de calcul, le nombre de nœuds d'administration, le nombre de nœuds de login, on va créer vraiment une structure de données qui est propre et qui est indépendante du fournisseur cloud. Et on va la produire, ce module-là va nous fournir cette structure de données-là en sortie. Donc, ça, c'est le premier sous-module. La deuxième sous-module, qui fait en sorte aussi qu'on est toujours indépendant du fournisseur cloud, c'est qu'on va avoir un autre sous-module qui, lui, va nous créer une configuration initiale pour nos différentes instances sous la forme d'un fichier YAML user data. Donc, cette config-là initialise seulement Puppet. Donc, ce n'est pas vraiment l'installation de tous les logiciels que vous avez vus précédemment. C'est vraiment, on va bootstrapper carrément une infrastructure Puppet complète avec un nœud d'administration Puppet et des agents Puppet à l'intérieur de notre infrastructure. Et ensuite de ça, on va venir populer cette configuration-là Puppet par la suite. Donc, ça, c'est un exemple du fichier YAML qui est produit. C'est un sommaire, c'est vraiment un résumé de ce qui est fait. Mais vraiment, l'initialisation, le Cloud Init de base, c'est vraiment pour initialiser Puppet, mettre à jour l'image et c'est tout. Finalement, ce qui va nous permettre de lancer la configuration et de faire en sorte que Puppet va être conscient finalement de l'infrastructure. Donc, on va venir traduire le state Terraform en un fichier YAML qu'on va appeler terraformdata.yaml et on va aller insérer ça finalement à l'intérieur du nœud d'administration Puppet. Donc, on va, à l'aide de Terraform, sans égard au cloud qui est utilisé, on va être en mesure de créer un fichier YAML qui est propre, à Magic Castle et qui résume finalement à quoi l'infrastructure ressemble, de manière à ce que Puppet soit conscient de l'ensemble des ressources qui sont disponibles. Ça, c'est un exemple, par exemple, d'un nœud de calcul. Comment est-ce qu'on le résume à l'intérieur du fichier Iradata de Puppet? Donc, l'ensemble des sous-modules communs nous produit une interface facile d'utilisation pour quelqu'un qui voudrait utiliser Magic Castle pour créer un cluster et sans vendor lock-in. Donc, on est vraiment, c'est indépendant pratiquement du cloud vendor qui est choisi. Pour vous donner une idée, donc ça, c'est un snippet finalement du module principal qui serait utilisé pour AWS. Donc, vraiment, on va venir définir notre infrastructure comme étant des nœuds d'administration, des nœuds de login et des nœuds de calcul. On va définir aussi, par exemple, notre système de fichiers NFS, tout ça avec des structures de données très simples et qui sont communes finalement aux différents fournisseurs cloud. Donc, ça, ce serait pour AWS. Ici, on a la même chose, mais pour Google Cloud. Ici, vous remarquez, tout ce qui a changé essentiellement, c'est le nom de l'image et le type d'instance qu'on va utiliser.
Tout le reste, là, on est vraiment dans la même chose. Donc, une fois qu'on est familier avec le concept du module de Magic Castle, c'est très simple de passer d'un module à l'autre et on va vraiment utiliser même la même configuration d'un fournisseur à l'autre. Le rôle des différentes instances, typiquement dans Puppet, ce qui serait utilisé, c'est le nom d'hôte, donc le préfixe qui est utilisé par les instances. Nous, ce qu'on va plutôt faire, c'est définir des tags. Donc, pour chacune des types d'instances, on va associer finalement des tags qui vont définir le rôle des instances. Ça va nous donner à la fois de l'information à l'intérieur de Puppet, mais aussi ça va nous permettre à l'intérieur de Terraform de prendre des décisions comme par exemple, est-ce qu'une instance devrait ou non avoir une adresse IP publique accessible par SSH. Donc, par exemple, le tag public qui se trouve pour l'instance login nous permet de dire cette instance-là, je veux qu'elle soit accessible. Donc, ça permettrait même de dire je pourrais déplacer le tag public de la login à un nœud de calcul pour permettre d'accéder directement à un nœud de calcul via Internet si le besoin se présentait. Donc, ces informations-là, tags, sont aussi inscrites dans le fichier Terraform Data YAML qui, lui, est transféré par un provisioner au niveau de Terraform jusque sur le serveur Puppet. Et ensuite de ça, on est en mesure de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, la configuration des différents nœuds qui font partie de notre infrastructure est entièrement gérée par Puppet et sans input de Terraform autrement que via le fichier. Donc, une fois que l'infrastructure est créée, Puppet est libre de configurer l'infrastructure et les nœuds, finalement, peuvent être ajoutés et retirés à tout moment, puis Puppet va s'adapter automatiquement. Un des aspects importants, donc ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est vraiment une infrastructure qui peut être coûteuse. On cherche quand même à reproduire potentiellement un serveur de calcul haute performance, un centre de calcul de haute performance avec plusieurs nœuds de calcul, mais dans le but d'en faire l'enseignement, donc il faudrait potentiellement vouloir augmenter ou réduire le nombre de ressources de calcul qui sont disponibles en fonction des besoins de l'utilisateur, en fonction des besoins qu'on a pour la grappe en question, donc faire du scaling ou même de l'autoscaling. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le module principal que je vous ai présenté précédemment, on avait un count. Donc, les différentes instances qui constituent notre infrastructure, on détermine à l'avance, on va en avoir combien. Donc, on va avoir, dans ce cas-ci, on a un nœud d'administration, un nœud de connexion et 3 nœuds de calcul. Ces chiffres-là, une fois que l'infrastructure est créée, ces chiffres-là peuvent être adaptés à tout moment et Puppet va configurer. Donc, manuellement, on pourrait aller vouloir changer le nombre de nœuds de calcul de manière à augmenter la taille de notre infrastructure. Et si au besoin, on se trouvait qu'on avait besoin de moins de nœuds de calcul ou on voulait réduire les coûts, à tout moment, on pourrait venir réduire le count jusqu'à même 0. Par contre, l'intervention manuelle, ce n'est pas toujours plaisant. Et puis, on voudrait, étant donné que, comme les infrastructures de calcul traditionnelles, les infrastructures avec Magic Castle sont pour soumettre une tâche, donc pour exécuter du code scientifique sur les nœuds de calcul, il faut soumettre une tâche à un ordonnanceur. Et cet ordonnanceur-là est conscient du nombre de tâches via une file d'attente. Donc, ce qu'on aimerait faire, idéalement, c'est dire à l'ordonnanceur, ben, voici, prends le contrôle du nombre de nœuds de calcul dont tu as besoin. Et pour ce faire, tout ce qu'on a à faire avec Magic Castle, c'est ajouter un tag qui est le tag pool. Donc, plutôt que de créer une véritable instance, on va plutôt se créer un archétype d'instance, donc les pointillés qui se trouvent à gauche, et on va dire, via le fichier Terraform Data qui est fourni à Puppet, que ces instances-là peuvent exister potentiellement. On va fournir leur quantité de CPU, leur quantité de RAM qui sont disponibles, est-ce que même il y a un GPU, et indiquer à l'ordonnanceur comment créer cette instance-là. Mais là, pour que l'ordonnanceur puisse créer l'instance, il faut qu'il puisse parler à Terraform. Et c'est là où la magie de Terraform Cloud nous vient en aide. Donc, pour faire de l'autoscaling, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser un repo Git avec notre module principal de Magic Castle. On va associer ce repo-là à un workspace Terraform Cloud.
et on va configurer une variable très simple, une variable pool, qui est vide, qui dit finalement, c'est là-dedans que je vais ajouter des noms d'autres que je veux ajouter. On va configurer l'ID du workspace et le token pour que l'ordonnanceur finalement soit conscient de comment communiquer avec Terraform Cloud. Et ensuite de ça, on va lancer la création de notre infrastructure via Terraform Cloud. Comment est-ce qu'ensuite de ça, l'ordonnanceur va être en mesure de faire de l'autoscaling? Bien, c'est très, très simple. L'utilisateur se connecte à notre infrastructure, soumet une tâche, submit job. L'ordonnanceur, lui, reçoit cette tâche-là, vérifie à l'intérieur de son fichier de configuration qui a été créé par Puppet et qui contient tous les nœuds de calcul potentiels qui ont été identifiés à l'intérieur de notre fichier Terraform, détermine lesquels qui sont à lancer et détermine finalement les noms d'autres qui sont associés à ces instances-là. Ensuite de ça, les noms d'autres en question vont être fournis à un script Python très simple d'une centaine de lignes qui, lui, est capable de faire le lien entre les noms d'autres et Terraform Cloud. Et la façon dont ça se fait, là, tout simplement, c'est qu'à l'intérieur de notre workspace, on a une variable pool qu'on a initialisée au début comme étant vide. Le script d'autoscale, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter ces noms d'autres-là à la variable en question et il va lancer une run. Donc là, la variable en question, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se traduire via notre fichier via notre sous-module commun que je vous ai présenté plus tôt, va créer des nouvelles instances, vont s'exécuter. Terraform Cloud va se trouver à communiquer avec le provider, créer les instances. Au bout d'un certain temps, les nœuds vont être en ligne, vont se lancer aussi avec le Cloud Config, vont s'enregistrer auprès du Workload Manager, donc de l'ordonnanceur, et la tâche va se lancer, tout ça automatiquement. Donc, vraiment, la magie de l'autoscale se passe seulement à l'intérieur d'une seule variable qui contient des noms d'autres. C'est un ensemble qui peut être, oui, augmenté, mais aussi réduit. Donc, l'ordonnanceur, on peut le configurer de manière à ce qu'au bout d'un certain délai typique, par exemple, au bout d'une heure, si le nœud de calcul ne fait plus rien, on va aller l'éteindre. Puis, lorsque je dis éteindre, j'entends vraiment pour s'assurer qu'il n'y a aucun coût associé à la création ou au maintien d'un nœud. Au niveau des instances, au niveau du fournisseur cloud, on va carrément le détruire. On ne fera pas juste un power-off, on va carrément détruire l'instance et la recréer. Tout ça peut se faire quand même très, très rapidement. Donc, au bout d'un certain temps, le Workload Manager va encore là dire au script d'autoscale de Magic Castle, suspend les nœuds X, Y, Z. Le script, tout ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va modifier la liste de noms d'autres au niveau du Terraform Cloud via le REST API, lancer l'exécution de la run. Donc là, notre infrastructure va se réduire, va shrinker. On envoie à Terraform Cloud communique avec le cloud provider en disant telle et telle instance, tu les détruis, j'en ai plus besoin. Et éventuellement, on peut revenir à un état où carrément, on n'a aucun nœud de calcul puisqu'on n'exécute aucune tâche. La logistique d'autoscaling dont je vous ai parlé est vraiment cloud agnostique. Là. Donc, en utilisant Terraform Cloud, on n'a pas besoin de communiquer directement avec le cloud provider et on se trouve à utiliser via notre ordonnanceur, via notre script, toute la logique qu'on avait bâtie pour constituer notre infrastructure Terraform, on la réutilise au niveau de l'autoscaling. Et tout ça, ça fait moins d'une centaine de lignes de Python parce que tout ce que le script fait finalement, c'est modifier une variable HCL au niveau du workspace du Terraform Cloud. Étant donné que cette logique-là, elle est très simple et que l'interaction est minimale quand même avec Terraform Cloud, l'API token qu'on utilise et qui a besoin finalement d'être connu par l'ordonnanceur requiert seulement 2 droits, modifier une variable, exécuter une run. Donc, même si à la limite, je veux dire, Magic Castle se veut un environnement logiciel sécuritaire, pour une raison ou une autre, quelqu'un réussit à prendre le contrôle de l'infrastructure. D'abord, on peut la détruire à tout moment puisqu'il s'agit d'environnement jetable. Mais ensuite de ça, le token, on ne peut pas y faire grand-chose. On peut modifier une variable, donc augmenter à la limite ou réduire la capacité de calcul.
puis lancer l'exécution de cette modification-là. Donc, c'est très limité ce qu'on peut faire. Des produits concurrents utiliseraient un token d'API du cloud provider directement et permettrait de faire tout ce qu'on a besoin de faire avec Magic Castle, mais directement avec le token en question, alors que nous, on limite de beaucoup la surface d'attaque. Finalement, là, je vous ai montré un seul type de nœud de calcul, mais les nœuds de calcul peuvent être hétérogènes. Donc, on peut, dans notre module principal, définir des nœuds avec beaucoup de mémoire, des nœuds avec beaucoup de CPU, des nœuds avec des GPU. Et c'est seulement lorsque l'utilisateur soumet une tâche que l'ordonnanceur va décider quel nœud a besoin d'être démarré et va fournir ces noms d'hôtes-là à notre script d'autoscaling et ces tâches-là vont démarrer. Donc, finalement, Magic Castle, c'est une interface simple pour apprendre et même faire du calcul informatique de pointe dans le cloud. L'infrastructure s'adapte aux besoins de calcul automatiquement, tout ça en utilisant Terraform Cloud très facilement. Terraform Cloud n'est pas un requis. On peut utiliser la ligne de commande de Terraform, mais si on veut l'autoscaling, c'est là où on a besoin de l'API. Et finalement, on se retrouve vraiment avec un environnement logiciel complet, idéal pour l'apprentissage du CP et le tout cloud agnostique et open source. Donc là, ce que j'aimerais faire, je pense qu'il me reste un peu de temps, il me reste 9 minutes. Je vais passer, je vais changer de share et je vais vous partager. Je vais vous partager mon écran au complet pour vous faire une petite démo live de ça à quoi ça ressemble. Pierre-Luc, tu me confirmes qu'il me reste du temps? Oui, je pense que tu as le temps pour ta démo. Parfait. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Là, on a ici. Donc, j'ai un cluster qui s'appelle Droid qui s'exécute, qui est présentement dans Google Cloud. Pour Droid en question, j'ai indiqué que je voulais avoir jusqu'à 20 nœuds dits CPU standard et 5 nœuds GPU. Donc, si je vais voir dans mon projet Google Cloud, en ce moment, effectivement, j'ai ces nœuds-là que j'ai identifiés comme des nœuds pool. Ils ne sont pas créés. Donc, ils peuvent être potentiellement créés. Donc, ici, ce que je vais faire, donc je vais me connecter par SSH à Droid. Et là, je suis sur ma grappe de calcul et là, je peux, l'ordonnanceur, finalement, je peux lui demander, hey, quels nœuds sont disponibles? Il me dit, il n'y a aucun nœud de connecté. Par contre, je peux aller voir à l'intérieur de mon fichier de config et là, je retrouve effectivement tous mes nœuds de calcul que j'ai indiqués comme potentiellement utilisables par mon ordonnanceur, mais à l'intérieur de mon terminal. Et ces nœuds-là, pour l'ordonnanceur, ce sont des nœuds de type cloud, donc potentiellement utilisables. Et ce que je vais faire, donc je vais me transformer en un utilisateur. Une seconde, étant donné que c'est la première fois qu'il se met en ligne. Hop. Je vais vous montrer en même temps. Donc, ça, c'est mon... Ici, ce qu'on a, c'est le workspace finalement associé au cluster en question. La dernière run remonte à il y a 18 heures lorsque j'ai créé le cluster. Donc, en ce moment, il n'y a pas de tâche en attente. Et là, ce que je vais faire, en tant qu'utilisateur, je vais demander une session interactive et je vais demander à utiliser un GPU. Voilà. Puis là, ce qui va arriver au niveau de Terraform Cloud, voyez-vous, il s'est ajouté automatiquement, donc on a QA une nouvelle run et on a l'indicatif, donc Slurm
dit Slurm resume node GPU 1. Donc, le workload manager, l'ordonnanceur qui se trouve sur les nœuds d'administration, a identifié que j'avais besoin d'un GPU, a identifié le nom d'hôte en question. Ce nom d'hôte-là a été ajouté à ma variable pool, qui est là ici. Et ensuite de ça, on a exécuté une nouvelle run, puis là, on expansionne. Et là, tout ce qui reste à faire, finalement, c'est attendre l'exécution, la création du nœud GPU en question. Là, ça pourrait prendre un certain temps en fonction de ce qui est disponible au niveau du cloud, mais c'était juste pour vous donner une idée, là, vraiment, l'interaction se fait directement sans que l'utilisateur ait quoi que ce soit à faire de plus que demander un GPU. Puis dans la mesure où on a défini l'enveloppe des ressources qui sont disponibles, bien, on peut utiliser tout ça. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Oups. Je vais arrêter le partage pour l'instant. Je vais laisser l'exécution se réaliser. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat LinkedIn ou YouTube. Donc, je pense que t'attends que l'exécution se fasse, j'imagine. Oui. Parfait. Ça peut prendre, là, étant donné, une chose, donc je disais, ça peut être assez rapide comme ça peut être assez long. Vraiment, dans ce cas-ci, on va vraiment partir d'une image barebone Google Cloud pour faire l'instanciation complète d'un nœud GPU. Donc, ça peut prendre plusieurs minutes, là, juste même le temps d'aller fetcher les drivers sur NVIDIA. Mais une façon de couper significativement le temps d'exécution, c'est qu'à l'intérieur, je peux vous montrer. Je peux vous montrer exemple. Ça montre aussi que c'est une démo live. Comme ça, il n'y a pas d'enregistrement fait d'avance. Non. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Mm-hmm. Hop là. Je vais vous montrer ça ici. Donc, dans le fond, au niveau de la création des instances, lorsqu'on vient définir nos instances, on peut définir le type, le tag, mais on peut aussi définir finalement une image qui serait différente pour ces instances-là. Donc, par exemple, ce qui nous aurait permis d'accélérer de beaucoup le temps d'exécution puis faire en sorte que pratiquement en un claquement de doigts, l'instance soit accessible, ça aurait été que plutôt que d'utiliser l'image de base qui est, par exemple, qui est un Rocky 8, puis de la configurer barebone jusqu'à avoir les drivers NVIDIA qui peuvent prendre beaucoup de temps à installer. L'idée, ça aurait été d'utiliser un autre cluster, en fait, puis la raison pour laquelle j'ai utilisé celui-là. J'ai un deuxième cluster que lui, j'avais nommé Architox. J'aurais dû commencer par lui. C'est parce que c'est live. Qui, lui, finalement, tire profit. Donc, lui, plutôt que d'être dans Google Cloud, il se trouve à être dans le cloud communautaire de Calcul Canada. Et puis, c'est exactement la même chose. Une fois qu'il va être lancé. On peut aller voir. Oui, vous voyez, là, quand même, mon nœud GPU, il se trouve à être ici. Puis il se trouve en ce moment à être configuré. Je pourrais, à la limite, je vais annuler la tâche. Je peux quand même me connecter au nœud en question. Vous allez voir là. La configuration se fait. Oups. La configuration se fait en direct.
Et là, juste la mise à jour, par exemple, du Google Cloud SDK peut être long. Mais si on va voir, par exemple, au niveau de l'ordonnanceur, maintenant, on a le nœud GPU1 qui est en attente. Et puis là, ici, je vais lancer une autre run avec un autre cluster qui lui aussi va lancer le resume sur un autre GPU. Je pense que c'est tout le temps que j'avais pour aujourd'hui.